vous allez prendre un type de description, hémophilie A. Soit vous dites sévère, dans ce cas, dans les examens complémentaires, vous allez dire le taux de facteur 8 est effondré, inférieur à 1%, ou bien vous ne faites pas la précision sur sévère, vous dites hémophilie A. Et vous choisissez un âge et vous décrivez les symptômes. Signe clinique, signe paraclinique. Et ensuite, vous faites les formes cliniques en fonction de ce que vous avez pris comme type de description. Si vous avez pris hémophilie A chez un nourrisson, vous décrivez hémophilie A chez le grand enfant, chez l'adolescent, ainsi de suite. Si vous avez pris une forme sévère, vous allez, dans les formes cliniques, dire les formes légères, les formes modérées. Vous avez compris? Si vous avez pris une forme non compliquée, dans les formes cliniques, vous allez mettre forme compliquée. Si par contre, vous n'avez pas du tout parlé de forme compliquée, ce n'est pas la peine d'en prendre une forme compliquée. D'accord? C'est dans l'évolution que vous allez dire. Les éléments de surveillance sont, vous les citez, et les modalités évolutives. D'accord? L'évolution peut se faire vers telle chose, telle chose, telle chose. Maintenant, après avoir fini tout cela, vous faites le diagnostic. Dans ce cas, il n'y aura plus de diagnostic de retentissement. Les éléments de retentissement, vous les mettez dans l'évolution. Vous avez compris? Soit vous en faites une évolution, ou bien vous en faites des formes compliquées. C'est la seule différence. Mais tout le reste, c'est la même chose. En fait, maintenant, ensuite, vous venez au diagnostic différentiel. Le diagnostic différentiel, vous pouvez l'aborder sous deux aspects. Vous avez déjà un double hémostase et vous savez que c'est de la coagulation. Soit vous discutez toutes les pathologies sans préjuger de leur cause hémorragique, ou bien vous discutez les syndromes hémorragiques en fonction de hémostase primaire, coagulation, selon les symptômes que vous avez. Parce qu'encore une fois, les symptômes vous orientent vers la nature du saignement. Alors, le diagnostic, vous avez projeté des schémas, beaucoup de schémas et d'images, il faut les réorganiser. Alors, lorsque vous projetez une image pour étayer une information, il faut une image par information. Il ne faut pas mettre toutes les images sur la même diapositive. Vous les dissociez et vous mettez les titres, vous annotez, vous mettez des flèches pour montrer ce que vous voulez pointer à travers cette image-là. Alors, le diagnostic, en général, après avoir décrit tous ces éléments-là, les hématomes, les hémorragies, les hématuries, avec les différentes localisations, vous décrivez tout de long en large, vous l'avez très bien fait, vous ne faites que du copier-coller. Vous insistez quand même sur ce que je viens de dire, les hématomes superficiels, profonds, etc. Et les autres hémorragies. Donc, vous citez l'ensemble des hémorragies qu'on peut observer. Alors, vous avez dit diagnostic de retentissement. Ici, si vous faites un plan signe, vous l'enlevez, vous le mettez dans l'évolution et vous l'abordez sous deux aspects. Risque aigu ou bien complication aiguë, risque chronique, complication chronique. Quand c'est aigu, c'est l'hémorragie. Quand c'est chronique, ce sont les arthropathies, etc., les risques liés aux thérapies transfusionnelles, les risques même liés à ce que vous venez de dire, les inhibiteurs. Parce que c'est au long cours, lorsque l'enfant est traité, qu'il risque de développer des inhibiteurs. Donc, tout cela, vous mettez dans le risque évolutif. Le diagnostic différentiel, alors là, j'ai mis drépanocytose, point d'interrogation. Il faut nous dire quel type. Parce que si vous dites drépanocytose, c'est très vaste, mais si vous dites syndrome PME dans la drépanocytose, là, c'est beaucoup plus précis. Et en général, dans le syndrome PME, les caractéristiques sont vraiment différentes. Donc, en général, dans le saignement de l'hémophilie, c'est l'articulation, alors que dans le syndrome PME, c'est vraiment le dos, des mains et des pieds. Il faut vraiment, soit vous le précisez, ou bien vous l'enlevez, parce que ce ne sont pas les mêmes types de saignement. À chaque fois que vous évoquez un diagnostic différentiel, il faut expliquer pourquoi vous l'avez évoqué. Alors, le traitement, j'ai dit, il faut systématiser. Vraiment, vous avez beaucoup d'informations, mais vous avez donné en vrac. Le traitement, il faut toujours curatif, préventif. D'accord? Maladie constitutionnelle, ici, le curatif, il n'y en a pas encore. Mais vous dites peut-être thérapie génique. Parce qu'encore une fois, la thérapie génique a commencé à faire ses jours. Dans certaines maladies, c'est possible de faire la thérapie génique. Ici, vous l'abordez en perspective. Mais vous respectez la forme, traitement curatif, traitement préventif. Mais ici, dans l'hémophilie, c'est essentiellement le préventif. Le préventif est la prise en charge des complications. D'accord? Complications ou épisodes aigus. Et là, c'est la posture du pédiatre à la garde.
Vous allez à la garde, vous recevez un hémophile. Vous dites qu'est-ce que vous faites. Vous dites exactement ce que vous faites et la collaboration avec le service de transfusion. Tout ce que vous avez donné, c'est bien. Les doses et tout ça, c'est bien, mais il faut les réorganiser. Et dans la prévention, encore une fois, c'est 2 volets. Il y a la prévention des épisodes aigus ou bien la prévention des complications, c'est-à-dire les saignements. D'accord? Ça, c'est un premier volet. Et la prévention de la maladie elle-même, de l'hémophilie. Et c'est là-bas que vous parlerez de conseil génétique. D'accord? Avec la famille pour expliquer un peu comment se transmet la maladie. Donc, vous avez parlé des contre-indications. Vous avez parlé des nouveaux traitements. Les nouveaux traitements, il faut revoir. Je ne crois pas que ce soit uniquement l'immunothérapie. Il faut voir. Les moyens physiques, il faut les rajouter. La physiothérapie, la rééducation, il faut les rajouter. Tout ce qui est interdit, c'est bien. Je ne sais pas si vous avez parlé de la carte de l'hémophile. C'est hyper important. Il faut mettre une diapositive sur laquelle vous mettez les informations utiles sur la carte de l'hémophile. Normalement, le malade que vous avez reçu à la garde, dès que l'enfant arrive, les parents devraient vous dire l'enfant il est hémophile, il est suivi dans tel endroit par tel médecin et il vous montre la carte. Cela vous facilite la chose. Maintenant, s'ils ne le disent pas, vous, après avoir interrogé pour voir le motif, le sexe de l'enfant, demandez-leur est-ce que l'enfant est connu hémophile. La réponse est oui ou non. Si la réponse est non, vous leur demandez est-ce que dans la famille, il y a des antécédents similaires, surtout chez les garçons. Si la réponse est oui, vous dites probablement c'est une hémophilie et vous déroulez votre stratégie. D'accord? Donc là, c'est vraiment l'attitude du pédiatre à la garde. N'oubliez pas l'hygiène bucco-dentaire parce qu'en général, quand les enfants saignent, il faut éviter qu'on ait des saignements à des endroits inattendus. Je vous ai dit, quand l'enfant a un hématome au niveau intrabuccal, parfois ça peut être asphyxiant. Donc, il faut vraiment regarder la bouche, tout examiner de la tête aux pieds, palper le cuir chevelu, aborder la question de la circoncision. C'est important parce que les enfants qui sont hémophiles ne peuvent être circoncis que lorsque la supplémentation en facteur est garantie. Et j'avoue que ce n'est pas simple parce que au niveau du centre de transfusion, je crois qu'ils ont fait une circoncision tout récemment, il y a de cela 2 ou 3 ans. C'était la circoncision qu'ils ont faite alors qu'il y a des enfants qui étaient âgés de 20 ans, mais qui ne pouvaient pas être circoncis. Et là, le problème que cela pose, c'est un problème purement psychosocial. Imaginez un garçon qui reste jusqu'à 17 ans, 18 ans, sans circoncision, tout simplement parce qu'il attend des concentrés de facteurs qui devraient venir de la Fédération mondiale. Donc, ce sont des aspects hyper importants, il faut vraiment en tenir compte. Et en général, ce sont des circoncisions programmées. Ce sont des enfants qu'on regroupe. Le CNTS coordonne avec les services chirurgicaux, les services d'anesthésie, et tout est planifié, tout est organisé. Et on rassemble tous ces enfants, on fait la circoncision, et après, on prend une autre série. Cela pour faire des années, parce qu'il faut avoir un nombre assez consistant pour pouvoir le faire. La vaccination, c'est bien, vous en avez parlé, il faut les protéger, particulièrement contre le risque viral, l'hépatite B et tout cela, en plus du PEV. L'éducation thérapeutique, il faut vraiment parler. Il ne faut pas ébaucher simplement cette partie, il faut en parler. C'est vraiment